La CEDEAO a-t-elle définitivement perdu le Burkina Faso, le Mali et le Niger? En tout cas, lors de son dernier sommet, l'organisation ouest-africaine a acté le divorce. La communauté des États d'Afrique de l'Ouest a acté dimanche un calendrier de sortie pour 3 nations frappées par des coups d'État. Près d'un an de médiation n'ont pas suffi à faire revenir le Mali, le Niger et le Burkina Faso sur leur décision de quitter l'organisation, qui pourtant se félicite d'une avancée démocratique régionale. Les 3 pays avaient annoncé en janvier leur retrait de la CEDEAO après les sanctions et l'incapacité du bloc à résoudre leur crise sécuritaire persistante. Une sortie amère selon le président de la commission de l'organisation. Excellences, bien que le départ imminent du Burkina Faso, du Mali, du Niger, de la CEDEAO soit décourageant, nous saluons les efforts de médiation en cours menés par leurs excellences, le président Faure Gnassingbé du Togo et le président Bassirou Diomaye Faye du Sénégal. Il faut noter que l'AES a précédé tout vide juridique qui pourrait mettre fin pour ses citoyens au droit de libre de circulation au sein de la CEDEAO. La Confédération des États du Sahel AES est un espace sans visa pour tout ressortissant des États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Les ressortissants de la CEDEAO ont le droit d'entrer, de circuler, de résider, de s'établir et de sortir sur le territoire des États membres de la Confédération des États du Sahel dans le respect des textes nationaux en vigueur. Et les pays de l'AES restent membres de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, dont le pendant de la CEMAC d'Afrique centrale, qui regroupe les pays ouest-africains ayant en partage le franc CFA. Cédric, quel est le sens de ce « je pars, mais je reste » des pays de l'AES? Je ne suis pas sûr d'être capable de répondre exactement au sens de ce « pars et je reste », mais ça veut quand même dire que les États de l'AES ont conscience que la CEDEAO n'est pas totalement inutile, qu'au moins sur le plan de la libre circulation des personnes et des biens, il y a une utilité sur les questions d'intégration économique aussi. C'est que les gens ne savent pas et ne disent peut-être pas assez. Un pays comme le Niger échange davantage avec le Nigeria qu'il n'échange avec le Burkina Faso ou le Mali. Et le Mali échange davantage avec la Côte d'Ivoire et le Sénégal qu'il n'échange avec le Burkina et le Niger. Donc, il y a quand même une sorte d'imbrication d'intérêts que ces États ont reconnu et qu'ils admettent eux-mêmes. On ne peut pas lutter contre l'histoire et la géographie. Absolument, on ne peut pas lutter contre l'histoire et la géographie. Et bon, il y a aussi le fait que, vous savez, ça fait longtemps que les gens disent que si on veut faire la CEDEAO, si on veut faire l'AES, pour en faire une institution plus tournée vers des questions de sécurité, des questions militaires et sécuritaires, compte tenu du contexte, on peut la faire à côté de la CEDEAO. Beaucoup de gens avaient plaidé pour ce sens. Et aujourd'hui, quand on regarde cette attitude des pays de l'AES qui disent, qui ont fait une déclaration avant le sommet pour dire que nous, on garantit aux pays de la CEDEAO la libre circulation et en échange, on attend la réciprocité. En même temps, ils ne sont pas obligés, la CEDEAO n'est pas obligée de leur donner la réciprocité. Exactement, la CEDEAO n'est pas obligée d'accepter la réciprocité. Mais ce qu'on remarque dans la CEDEAO, dans sa mansuétude, si je peux permettre cette expression, la CEDEAO a dit, bon, nous, on acte le départ à partir de janvier 2025 et on étudie les modalités, puisqu'il y a des fonctionnaires du Niger, du Mali et du Burkina au siège de la CEDEAO, et il y a des institutions de la CEDEAO qui ont pour siège ces pays-là. On voit comment on va liquider tout ça. On va convoquer un sommet extraordinaire des ministres pour étudier tout ça. Et dans le même temps, on reste 6 mois qui sont une sorte de moratoire. Si vous décidez, si vous changez d'avis, vous pouvez revenir pendant cette période. Donc on est si le pouvoir change. Ça, c'est du coup, on va encore accuser la CEDEAO. Moi, je dois retourner à Niamey, donc je ne peux pas parler comme toi. Exactement. Geneviève, oui. On sait que tu n'aimes pas beaucoup les pays, les dirigeants de l'AES. J'aime pas trop les régimes fascistes, moi. Effectivement, par principe, j'aime pas. C'est un grand mot. Les militaires au pouvoir, ça c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est le mot que j'emploie. Révolutionnaire de gauche. Ouais. Enfin bon. Le général de Gaulle était militaire. Gauche ou droite, là en l'occurrence. La révolution n'est pas le fascisme. Et puis vu la portée historique du mot fascisme. On va sortir de la philosophie. Autoritaire, on va sortir de la philosophie. Autoritaire, des régimes autoritaires, ça c'est
c'est clair, des régimes qui quand même oppriment les populations, mettent en prison quelqu'un comme Moussa Tchangari au Niger. Donc voilà, pour moi, ça c'est du fascisme, c'est tout. Mais bon. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de pays fascistes en Afrique. Il y en a pas mal, mais il y en a pas mal. Dans le monde même. Et beaucoup dans le monde d'ailleurs qui sont de grands partenaires de la France. Il y en a pas mal, mais pour moi, ces gens-là valent Pinochet, c'est un peu la même chose. Mais bref, je suis peut-être réductrice dans mon approche, mais c'est mon approche. En gros, alors pour en revenir sur la CEDEAO, pourquoi ils partent tout en restant, c'est une forme de réalité quand même qui se rappelle à eux. Ils ont des diasporas qui sont dans les pays de la CEDEAO. Il y a effectivement une nécessité d'échange de population, de circulation de population. Ils n'ont pas intérêt à ce que des taxes douanières s'appliquent à leurs produits. Enfin, il y a tout un certain nombre de choses qui les conduisent à... Ah, mais rien ne prouve. En fait, ils veulent partir tout en gardant ce qui les arrange. Un départ à la carte. Départ à la carte. Donc on part parce qu'on ne veut plus appliquer les mesures de gouvernance, de démocratie, etc. qu'impose la CEDEAO, même si ce n'est pas parfait, mais ça reste toujours quand même un objectif. Voilà. Donc cet objectif-là, on ne se le donne plus, on ne veut pas qu'on nous l'applique. Mais en revanche, on veut garder tout ce qui nous arrange. Effectivement, la libre circulation des personnes. Mais je veux dire, cet objectif ne gêne pas beaucoup la Guinée, qui a toujours eu un pouvoir militaire. Je veux dire, la Guinée, le gars en Guinée, la CEDEAO le laisse tranquille. Donc, je pense que quand même la question de la gouvernance politique est indissociable de l'hostilité que provoquent les pays de l'AES auprès des grandes puissances. Parce que sinon, en Guinée, on ne parle pas de ça, on ne parle pas du problème de la Guinée. C'est pas que des grandes puissances. La Guinée n'est pas, dans une posture d'hostilité vis-à-vis de la CEDEAO. Alors que là, le Niger accuse le Nigeria, par exemple, d'être à l'origine des attaques de pipeline. Bon, il y a quand même pour la Guinée une sorte de surveillance. La CEDEAO a dit que la Guinée ne remplit pas l'agenda qu'elle s'est elle-même fixée, que les autorités militaires... Il y a une sorte encore de discussion entre la Guinée et la CEDEAO. Mais dans le cas des autres pouvoirs militaires, le lien est complètement rompu. Mais là, je pense que la CEDEAO joue aussi sa crédibilité en Guinée. Si elle veut être capable de critiquer les autres pouvoirs militaires, il faut qu'elle ait aussi de l'exigence envers la Guinée. C'est ce qu'elle est en train de faire, à mon avis, envers la Guinée. Elle ne signe pas un chèque en blanc, elle ne laisse pas Mamadou Doumbia faire ce qu'il veut. Elle continue d'exiger, même s'il y a des monitoring. Je ne vois vraiment pas en quoi il ne laisse pas faire ce qu'il veut. Fabrice. Oui, je dirais aussi que la CEDEAO joue également sa crédibilité sur les régimes politiques qui ne sont pas reconnus comme démocratiques, quand des chefs d'État qui s'imposent lors d'élections qu'on reconnaît comme étant irrégulières. C'est aussi un des arguments que pose aujourd'hui les soutiens de l'AES à cette organisation qui a moins de pudeur de gazelle, pour reprendre une expression, pour aller critiquer des régimes politiques qu'on peut aussi qualifier d'illégitimes. Donc c'est facile, je pense, de s'attaquer à l'AES parce que effectivement, ce sont des pays où il y a eu des coups d'État, certes, mais des coups d'État soutenus par la population en tout état de cause. Sinon, quand même assez globalement. Alors, mais comment est-ce qu'on mesure le soutien d'une population autrement que dans les urnes? Pardonnez-moi. Non, ça se voit. La première forme de démocratie, c'est la révolution française. Moi, je ne vois pas bien le soutien populaire aujourd'hui au Niger, au Mali, au Burkina. Pardon, je vois des journalistes emprisonnés. Mais comment veux-tu contester en descendant dans la rue un régime qui va t'emprisonner? Il ne fallait pas au début, quand il y avait des masses humaines qui descendaient dans la rue pour soutenir ces coups d'État. Moi, je crois que pour aller un peu, si tu permets, pour un peu prolonger la discussion, en réalité, fondamentalement, ce n'est pas la philosophie de l'AES, la création de l'AES qui pose problème. Le diagnostic qui est fait par les États de l'AES, à certains égards, n'est pas totalement faux. Le fait que la CEDEAO ait manqué de solidarité au moment de la crise sécuritaire. C'est pas aujourd'hui, ça fait longtemps que les pays de la CEDEAO, que les pays de l'AES plutôt, vivent cette crise sécuritaire, et les pays de la CEDEAO n'ont pas manifesté autant de solidarité qu'ils auraient pu. Et une des critiques qui a été faite dans le cas du Niger, c'était comment la CEDEAO, qui était là et qui a été témoin,
des attaques quand même qu'il y a eu au Niger meurtrières, je parle de Chinagoder qui a eu lieu en 2019, ou de Inates en début 2020, où quand même on a tué près de 300 soldats nigériens. La CEDEAO n'est pas pensée à voler au secours du Niger, mais qu'elle vient dire qu'on va faire une intervention pour rétablir la démocratie. Donc, il y a parmi les critiques qui ont été faites la démocratie. Parce qu'elle était poussée par la France. Oui, parce qu'il y a quand même un certain nombre de... Mais pour moi, c'est au niveau de la solution. Est-ce que la solution, c'est partir de la CEDEAO seulement? Et aujourd'hui, vouloir partir et dire qu'on veut garder la libre circulation des personnes et des biens ou le libre échange économique, il y a une incohérence. On peut aussi reconnaître que chaque État a la liberté, le luxe, le choix peut-être de choisir en fait le type de fonctionnement qu'il souhaite. Il y a des États comme ça qui vont être dirigés par des militaires, d'autres vont être des États démocratiques. On peut essayer de penser, je crois, une autre forme de coopération entre l'AES et la CEDEAO. Les États de l'AES ne sont pas obligés de faire partie de la CEDEAO en tout état de cause. Maintenant, je suis d'accord qu'il faut pas être à la fois, il faut être cohérent, vis-à-vis de l'UEMOA et choisir aussi de partir de là. Si on est sincère dans la lutte, dans le combat idéologique, le combat anti-impérialiste, on sort de l'UEMOA aussi. Fabrice. Wilfried. Je ne pense pas fondamentalement qu'il y ait une incohérence. C'est peut-être nous qui n'avons pas très bien compris ce que recherchent les dirigeants de l'AES. À aucun moment, le Mali, le Burkina, le Niger n'ont dit pour nous, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, tous nos voisins n'existent plus. Pas du tout. Ils n'ont jamais dit nous adoptons une rupture avec nos voisins. Ils n'ont jamais dit nous en voulons au peuple, nous en voulons à tous ces pays-là avec qui sont nés littéralement au même moment que nous. Ils en veulent à la structure politique, à l'aspect politique de la CEDEAO qu'ils trouvent inféodé aux puissances extérieures. Et ils le disent de manière claire. Sur le plan économique, sur le plan de la libre circulation des biens et des hommes, ils n'ont jamais dit que ça leur posait un problème et qu'ils voulaient abolir cela. D'autant plus, vous l'avez mentionné, monsieur Sidi Kaba, tout à fait, il y a une interdépendance, mais qui arrange les deux parties. Le premier client de la Côte d'Ivoire, c'est le Mali. Donc ça veut dire que la Côte d'Ivoire a besoin d'exporter ses produits vers le Mali. Le premier client du Sénégal, c'est également le Mali. 50% de la marchandise qui part du port de Dakar va vers le Mali. Et la Côte d'Ivoire dépend énormément de la viande malienne également. Sans la viande malienne, il y a une inflation du prix de la viande bovine sur le marché à Abidjan. Donc cette interdépendance-là, elle est importante et jamais, au grand jamais, les dirigeants de ces pays ne se sont dit on ne veut plus coopérer, on ne veut plus commercer avec ces gens-là. Ils en veulent par contre à l'aspect politique de la CEDEAO qui, lors de la signature du traité de Lagos le 28 mai 1975, était avant tout une construction économique, une construction douanière, une construction de marché interne, mais qui a voulu se donner un rôle politique, ce qui n'est pas mauvais en soi. Sauf que le rôle politique est devenu un rôle d'inféodation politique. Vous avez vu, lorsque Mohamed Bazoum a été mis aux arrêts par le nouveau régime, dans le Washington Post, il a plus ou moins fait appel à une intervention étrangère. Et quand on est africain et qu'on voit le carnage qui a suivi la chute de Muammar Kadhafi en Libye, le dictateur, par les bombes démocratiques de l'OTAN, on n'est pas très rassuré par le fait qu'une intervention militaire au Niger aurait apporté... Mais là, on est en train de retourner dans le passé. Non, je suis en train d'expliquer le paradigme qui sous-tend l'attitude, l'état d'esprit des dirigeants de l'AES actuellement. Ils en veulent à l'aspect politique, mais sur le plan économique, il n'y a pas de contradiction parce que jamais ils n'ont remis en question. Wilfried, dans les cercles les plus proches des dirigeants de l'AES, on voit d'un très mauvais œil les tentatives de conciliation avec la CEDEAO, notamment celle portée par le président sénégalais. Ce n'est pas qu'on voit ça d'un mauvais œil, c'est qu'ils ont dit, et c'est Bassirou Diomaye Faye qui n'a toujours pas compris, c'est la même chose que j'ai envie de dire sur le moratoire de 6 mois qu'ils ont donné. Pas compris, non, le moratoire de 6 mois, je vous le dis, nous avons eu cette émission il y a quelques mois où je vous avais déjà dit que c'était un point de non-retour, qu'il n'allait pas retourner dans la CEDEAO, et il vaut mieux en prendre acte immédiatement pour ne pas perdre du temps. Le moratoire de 6 mois, il ne sert à rien, ces pays ne reviendront pas dans la CEDEAO. Pas du tout. C'est-à-dire, ils ont dit depuis janvier... Le moratoire est facultatif. La CEDEAO a dit
en janvier 2025, ils ne sont plus membres. Hein. Oui, ils ne seront plus. Ils ont laissé. Donc, il n'y a pas de problème. Sur ce plan, la CEDEAO n'est pas en train de négocier pour qu'ils reviennent. Plus ou moins. Faure Gnassingbé, Bassirou Diomaye Faye continue d'espérer, d'où le fameux moratoire. C'est les deux entités. C'est normal. Il est beau. C'est les deux entités qui ont demandé le moratoire. Il est beau qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Oui, les frères veulent bien demeurer ensemble. C'est la mystique de l'unité. En fait, du point de vue de l'AES peut considérer que. Tu veux bien que le Cameroun ne se découpe pas en deux. Non, attention, là, déjà, il y a possibilité de faire une libre circulation de personnes sans s'appeler CEDEAO. Ça veut dire qu'il faudrait un traité. Non, il n'y a pas. Il n'y en a pas. Non, même un pays comme le Ghana qui illusoire. C'est un peu illusoire. Il y a cette illusion qui est vendue aux gens, disant que si on quitte la CEDEAO, on peut garantir la libre circulation parce qu'on est dans l'UMOA. Le Nigeria n'est pas membre de l'UMOA. Quand vous prenez le Niger, il faut un accord bilatéral. Il faut un accord bilatéral entre le Niger et le Nigeria pour garantir la CEDEAO et l'AES. C'est-à-dire même le Ghana qui n'est pas limitrophe. Comme avec la Mauritanie. Même le Ghana qui n'est pas limitrophe du Cameroun peut décider qu'entre le Ghana et le Cameroun, il y a, on dispense de visa les citoyens. Oui. C'est-à-dire c'est un accord bilatéral. Oui, il n'y a pas de contradiction. Tu imagines un accord bilatéral entre le Burkina et la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Un accord bilatéral entre l'entité AES et ces pays-là. Ça, c'est bien plus possible. Donc ça veut dire que les négociations... Pourquoi ce ne serait pas possible? Ce serait possible, mais justement, ça veut dire que les négociations, dans le cadre des négociations que Bassirou Diomaye Faye appelle le CEVE, la possibilité d'un accord d'association peut être entendue, mais monter sur ces grands chevaux en disant qu'on ne négocie pas, parce qu'on se dit que si il y a de la rétorsion, on appellera le peuple au secours, les peuples de la région, en disant regardez comment les autres sont méchants avec nous. C'est pas très responsable. Non, ce n'est pas c'est pas fondamentalement dans cette logique. En fait, il y a des points de convergence entre Bassirou Diomaye Faye et les dirigeants de l'AES sur le fait qu'il doit y avoir une continuité d'interaction entre les différents peuples. On entend beaucoup d'influenceurs susciter qui disent oulala, dès que tu veux que ça discute, t'es France-africain. Parce que vous, en fait, c'est pas de la faute des influenceurs si le mot France-africain intervient. Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères française à l'époque, a martelé à corps et écrit que nous ne reconnaissons pas les autorités nigériennes actuelles, nous n'obéissons pas aux putschistes. Sébastien Lecornu a procédé de la même manière. Emmanuel Macron, lors du 23e sommet des ambassadeurs, je crois en 2022, il a dit à ses ambassadeurs à nouveau que ce régime-là, la France ne va pas se plier aux caprices de putschistes car il y a une épidémie de putschistes dans la région. Et il a dit nous soutiendrons carrément une intervention politique et même militaire de la CEDEAO pour rétablir l'ordre constitutionnel. Mais on ne parle pas de ça, là. C'est pour ça que... C'est vraiment le rétroviseur, là. Non, celui qui ne se souvient pas du passé, de là où il vient. Non, mais c'est ça. Je précise. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des influenceurs qui vous disent France-Africain, parce que eux, vous oubliez peut-être, eux n'oublient pas. Et ils se disent, ce qui s'est passé hier peut survenir à nouveau aujourd'hui. Et donc, on veut être sûr que cette entité qu'on appelle CEDEAO n'est pas poussée par l'arrière, par des entités extérieures. Le PASTEF n'a jamais dit qu'il fallait aller envahir... non, ce n'est pas ce que le PASTEF a dit, mais dans la même lignée, le PASTEF a promis de soutenir. On était en août 2022, quand Ousmane Sonko a dit « Nous allons envoyer un contingent pour soutenir le Mali dans la lutte contre le djihadisme ». Au lieu de ça, on a plutôt eu l'ambassadeur ukrainien, M. Yuri Pivovarov, qui se réjouissait, qui relayait une vidéo publiée par... Ça, c'est pas la faute du Sénégal. Non, c'est pas la faute du Sénégal. Mais le Sénégal l'a même convoqué. Non, mais ça c'est pour la forme. Non, mais attendez, ça aurait été un autre pays que l'ambassadeur aurait été expulsé parce que on ne soutient pas le terrorisme en France, j'imagine. Vous imaginez l'ambassadeur du Cameroun en France relayer une vidéo qui soutient les attentats du Bataclan de Charlie Hebdo? Évidemment qu'il aurait été expulsé. Oui. Ça aurait créé un incident diplomatique. Mais c'est pas la même chose parce que même l'exemple n'est pas pertinent. Parce que s'il relaie une vidéo de Charlie Hebdo, le Sénégal, c'est pas au Sénégal que Tinzaouaten a eu lieu. Même si l'Ukraine a soutenu ce qui est complètement malheureux et dénonçable, mais le Sénégal a convoqué. Non, mais ça ne suffit pas. Les attentats, l'attaque du 7 octobre n'a pas eu lieu à Paris, mais on ne va pas soutenir le Hamas à Paris et s'en sortir indemne. Oui, bien sûr, parce que l'attaque n'a pas eu lieu ici. Donc, s'appuyer sur le fait que l'attaque n'a pas eu lieu au Sénégal. En fait, on est en train de parler d'autre chose. Wilfried nous emmène sur un chemin qui lui est favorable. Non, pas du tout. Là, on parlait des contradictions qu'il y a à se dire qu'on aura de la libre circulation sans accord d'association, sans accord bilatéral. C'est vous qui avez évoqué l'accusation de France-Africain. On ne peut pas faire un accord de libre circulation
s'il n'y a pas soit un accord entre la CEDEAO et l'AES, soit un accord bilatéral. Ce ne sera pas possible. C'est-à-dire que pour la dignité de ces pouvoirs, mieux vaut un accord avec les États de l'AES. Autant la CEDEAO n'aura plus d'influence sur les États de l'AES, autant l'AES ne peut pas aujourd'hui dire que, bon, de droit, on va avoir un accord de libre circulation avec le Nigeria. Par exemple, nous, en tant que Niger, le voisinage avec le Nigeria, c'est 1500 km de frontières. C'est 5 régions sur 8. Donc, il faut un accord bilatéral avec le Nigeria, si le Nigeria est d'accord, ou un accord bilatéral ou un accord entre les deux organisations pour garantir la libre circulation. Donc, c'est possible, en fait. L'accord bilatéral entre Abidjan et Ouaga, j'attends de le voir. Même entre le Nigeria et le Nigeria, c'est compliqué en ce moment. Débat. Je n'ajouterai rien de particulièrement spécial. Je pense qu'aujourd'hui, le divorce est totalement consommé entre les deux parties. Quand on divorce, on n'est pas en union libre. Il parle du caractère. On parle du caractère. C'est pas vraiment. C'est très bien dit. Alors, on parle du caractère irréversible de cette sortie. Moi, je pense et je peux dire que le caractère irréversible, c'est la proximité, comme on l'a dit, de ces pays, leur voisinage, leurs frontières, et qu'aujourd'hui, il y a une réalité qui s'impose à eux, c'est que les citoyens de ces pays, sans attendre toutes les intrigues et toutes les négociations politiques, à l'échelle politique, vont continuer d'aller d'un pays à l'autre. Évidemment. Et auront besoin, et toute décision qui isolerait une zone d'une autre sera impopulaire au niveau de l'opinion. C'est là que les dirigeants de l'AES comptent. Et oui, et donc, en fait, chacun a intérêt à ce qu'un autre partenariat, une autre forme de partenariat soit mise en place pour qu'on puisse garantir au moins la libre circulation des personnes et des biens. Et les enjeux sécuritaires aussi, puisque évidemment, on ne peut pas lutter contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest sans les États de l'AES, qui sont l'épicentre aujourd'hui de la menace terroriste. Idéologiquement, ils auront des contradictions fortes, parce qu'entre la Côte d'Ivoire et le Burkina ou le Mali, la façon de lutter contre le terrorisme... Oui, surtout que le Sénégal a du mal à rapatrier un ambassadeur sous prétexte que l'attaque ne s'est pas déroulée sur son territoire. Une pièce dans la machine. On va laisser le dernier mot à Wilfried. Le Sénégal a mal fait. Le Sénégal l'a convoqué, il ne l'a pas expulsé, mais il l'a convoqué, il lui a fait des remontrances, et je pense qu'il ne l'a pas laissé passer. C'est trop faible. Surtout les pays de l'AES qui ont un peu de mal à lutter contre le terrorisme en ce moment. Parce que le terrorisme est soutenu de plus belle depuis que les militaires sont au pouvoir. Et Geneviève y a intérêt parce que c'est l'heure de sa carte blanche. Geneviève.